Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez troublante, celle d'un rêve, le rêve parisien pour des migrantes népalaises qui tourne au cauchemar, un véritable piège méticuleusement mis en place. Pour beaucoup de Népalais, Paris, ce n'est pas juste une ville, c'est le symbole d'une nouvelle vie, d'un futur meilleur. Le but ultime? Obtenir ce qu'ils appellent le passeport rouge, c'est-à-dire la résidence permanente. Et c'est justement sur cet espoir, un espoir qui implique tellement, émotionnellement et financièrement, que tout repose. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que cette promesse si forte peut devenir un appât? Comment est-ce qu'un petit groupe de personnes arrive à détourner ce rêve pour le transformer en un système de mensonges, d'exploitation et de contrôle total? C'est ce mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Et tout commence où, à votre avis? Sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est là que le piège est tendu. La toute première étape d'un plan vraiment bien huilé pour cibler les personnes les plus vulnérables. La méthode, elle est à la fois simple et diabolique. Imaginez, sur TikTok, en direct, les femmes du réseau se montrent. Elles affichent leur réussite, brandissent leur carte de réfugié et elles donnent de soi-disant conseils pour obtenir l'asile. Tout ça, c'est pour appâter le public, pour construire une fausse confiance. Et attention, les cibles ne sont pas choisies au hasard, loin de là. Le réseau vise un profil très très précis. On parle de femmes népalaises qui sont déjà en Europe, mais avec des visas saisonniers, donc précaires. Souvent elles sont seules, célibataires, divorcées, veuves, et en galère financière. Elles se sont endettées pour venir. Et le point crucial, elles ne connaissent personne à Paris. C'est, pour les escrocs, la proie idéale. Et voilà le genre de discours qu'on leur sert. T'inquiète, avoir les papiers en France, c'est super simple. On a des contacts, des bons avocats. Laisse tomber où tu es, viens ici. C'est le miroir aux alouettes. On leur promet monts et merveilles pour qu'elles abandonnent leur situation, même précaire mais légale, pour plonger dans l'illégalité à Paris. Et c'est là que la dépendance commence. Une fois que la cible a mordu à l'hameçon, on passe à l'étape 2, et elle est absolument cruciale. Le réseau va construire une véritable façade, une illusion parfaite, celle d'une communauté chaleureuse, d'un refuge, presque comme une nouvelle famille. Et comment ils font ça? C'est très malin. Ils utilisent des symboles qui parlent à leurs victimes. Ils vont poster des photos d'eux au temple pendant des cérémonies religieuses. C'est une manipulation psychologique brillante pour faire croire à la victime qu'elle rejoint un environnement hyper sûr, exclusivement féminin, où elle n'a rien à craindre. Sauf que la réalité, évidemment, est complètement différente. Derrière cette belle vitrine, les hommes et les femmes du réseau vivent bien séparément et surtout, ils ne postent jamais de photos ensemble. C'est une tactique, un calcul froid pour que rien ne vienne briser l'illusion et éveiller les soupçons. Et puis, vient le moment de l'arrivée à Paris. Et c'est là que le piège se referme. D'un seul coup, le masque tombe. Toutes les belles promesses s'envolent et les vraies intentions éclatent au grand jour. Le rêve vire au cauchemar. Le processus est implacable, c'est presque une checklist. Étape 1, on attire la victime à Paris. Étape 2, on l'isole de tous ses contacts. Étape 3, on la rend illégale en lui faisant quitter le pays où elle avait son visa. Et la dernière étape, le coup de grâce, on lui annonce qu'elle a une dette énorme inventée de toutes pièces pour la prétendue aide. À ce moment-là, le contrôle est absolu. Alors, regardons ça de plus près. La promesse face à la réalité. On leur promet un job payé. En réalité, c'est du travail forcé non rémunéré, qu'on appelle bénévolat. On leur promet une communauté soudée. La réalité, c'est une dépendance totale et un contrôle permanent. Un chemin vers des papiers? En fait, c'est un plongeon direct dans la clandestinité. C'est simple, la réalité est l'exact inverse de la promesse. Et l'un des outils de contrôle les plus puissants, c'est l'argent. Ou plutôt, le manque d'argent. En forçant ces femmes à faire ce fameux bénévolat, les exploiteurs s'assurent qu'elles n'ont aucune indépendance financière. Zéro. Elles dépendent d'eux pour absolument tout. Le logement, la nourriture et bien sûr pour maintenir ce faux espoir d'obtenir un jour des papiers. Et une fois que la personne est complètement piégée financièrement et socialement dépendante, le vrai coût de cette aide apparaît. Et là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Une exploitation qui devient brutale, psychologique, mais aussi physique. Écoutez bien cette phrase prononcée par l'un des exploiteurs. Ça fait froid dans le dos. Si tu n'obéis pas, tu seras renvoyé au Népal. Ce serait pas mieux d'être avec moi tranquillement sans que personne le sache? Tout est dit. C'est un mélange abject de menaces, la déportation et de chantage sexuel. La victime est sans papier, seule, terrifiée. Quel choix a-t-elle, vraiment? Le contrôle est total, sur tous les plans.
D'abord, financier, on leur réclame sans cesse de l'argent. Ensuite, sexuel, comme on vient de le voir. Et puis, il y a le contrôle numérique. C'est assez poussé, ils créent de nouvelles adresses e-mail pour les victimes, mais en mettant leurs propres infos de récupération. Ça veut dire qu'ils ont un accès total à tous leurs messages. Et le comble de l'horreur, c'est qu'on les force à devenir elles-mêmes des appâts, à recruter d'autres femmes dans ce même piège. Mais ça ne s'arrête pas là. Le réseau ne se contente pas de contrôler la victime sur place. Il s'assure aussi de la couper du monde extérieur, de la réduire au silence et surtout de manipuler sa famille, restée au Népal, une famille qui, souvent, a mis toutes ses économies dans ce rêve. Imaginez un parent, un frère, qui s'inquiète et qui appelle du Népal. À l'autre bout du fil, il tombe sur un mur. On nie tout en bloc, on manipule, on menace même. Le réseau protège son business en faisant peur, pas seulement à la victime à Paris, mais aussi à sa famille à l'autre bout du monde. Et là encore, les femmes du réseau ont un rôle absolument central et terrible. Elles vont faire du gaslighting, elles vont manipuler la victime pour lui faire croire que c'est de sa faute et la pousser à couper elle-même les ponts avec ses proches, à bloquer leur numéro de téléphone. C'est une arme psychologique d'une efficacité redoutable, l'isolement complet. On peut à peine imaginer la douleur de ces familles. Elles ont tout investi, leur confiance, leur amour, leur argent, tout ça pour apprendre que la personne qu'elles aiment a été trahie, exploitée, qu'elle est prisonnière d'une situation d'abus. C'est une dévastation totale. Et pour finir, on va se quitter sur cette question, une question vraiment percutante. Est-ce que le fait de recevoir une carte de réfugié, une protection, donne le droit d'abandonner toute humanité, toute dignité, toute décence morale? C'est une question terrible, surtout quand on sait que ces exploiteurs sont eux-mêmes passés par là. Ils ont eu l'asile, et maintenant ils se retournent contre leurs propres compatriotes. Ça nous interroge sur ce qui peut pousser à une telle perte d'humanité. Et cette question, elle résonne bien plus loin que cette seule histoire.